Bonjour, on est vendredi et on est vendredi le 20 janvier 2012. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler systématiquement d'un seul sujet, c'est celui des agences de notation. Parce que je me suis rendu compte que j'en parle souvent, mais de manière assez incidente. Je n'en parle pas comme un sujet proprement dit. La dernière fois que je l'ai fait, en fait, c'est dans mon bouquin qui s'appelle L'implosion, qui a paru, qui a dû être terminé d'être écrit à la fin 2007 et a été publié au mois de mars 2008. Donc ça fait un moment que je n'ai pas parlé systématiquement des agences de notation. Et elles sont dans l'actualité essentiellement, je dirais, en raison de la perte, de la dégradation, de la rétrogradation, comme on disait au début, maintenant on dit la dégradation, de la notation de certains pays européens, dont la France. Certaines organisations politiques en France ont décidé du coup de les prendre, je dirais, comme tête de pipe et de critiquer le système financier dans son ensemble à partir d'une critique un peu véhémente de ce que font les agences de notation. Alors, si vous avez fait un petit peu attention à ce que je dis moi à propos de ces agences de notation, qu'on appelle en anglais le titre original quand elles furent créées, je crois que c'est aux environs de 1975, c'est Nationally Recognized, attendez je regarde ça, Nationally Recognized Statistical Rating Organization, c'est assez compliqué, et on préfère les appeler des agences de rating, ou comme on dit en français maintenant, des agences de notation. Alors vous le savez, il y en a trois principales aux États-Unis. Enfin aux États-Unis, une de ces entreprises est française, qui était une filiale de Fimalac qui s'appelle Fitch. Les deux autres grandes, c'est Moody's et Standard Poor's. Il y a une agence chinoise maintenant qui fait un très bon travail, qui regarde les choses de manière un petit peu différente de la manière dont les Américains le font. Il y a d'autres organisations de ce type-là, moins connues, qui font un boulot semblable. Il est question, on en a parlé, puis ça a été enterré par M. Barroso pour une raison que je ne connais pas, l'idée de faire une agence de notation européenne. Et ces agences de notation, pourquoi est-ce qu'elles existent? Pourquoi est-ce qu'on les a mis en place? Pour la raison suivante, c'est parce que une organisation financière qui prête de l'argent doit faire des réserves, c'est le bon sens, c'est la loi, mais c'est le bon sens aussi, doit faire des réserves au cas où on ne lui rembourserait pas l'argent qu'elle a prêté. Voilà. Les organisations de type gouvernemental, étatique, international, du type par exemple de la Banque des règlements internationaux, qui est une espèce de, je dis, on appelle ça la banque centrale des banques centrales, c'est une simplification, mais enfin bon, on comprend ce que ça veut dire. Ces organisations établissent des règles qui définissent le niveau auquel il faut faire des provisions quand on prête de l'argent, au cas où l'argent ne reviendrait pas. Bon. On s'est dit aux États-Unis vers 1975 qu'il serait peut-être bon de trier parmi les organismes qui demandent de l'argent et à qui on le prête, entre ceux qui ont une chance de vous le rembourser et ceux qui n'ont pas de chance de vous rembourser. S'ils n'ont pas de chance de vous rembourser, il vaut mieux à la limite que vous ne le prêtiez pas, c'est encore plus simple, c'est plus facile que de faire des provisions, que de faire des réserves. Si les chances qu'on vous rembourse l'argent que vous avez prêté sont de l'ordre de 100%, on ne vous demandera pas de faire des provisions très importantes parce qu'on considère que le risque de non-remboursement est peu élevé, est très faible. Bon. Et donc ça part d'un bon sentiment de faire des agences de notation. Ça part d'un bon sentiment, c'est de dire il n'est pas nécessaire de bloquer de l'argent. Il n'est pas nécessaire pour faire un pont de le faire comme le faisaient les Romains avec des arches extraordinaires. Il y a moyen de faire ça beaucoup plus léger. Bon, si vous passez dans le sud de la France, vous pouvez comparer le pont du Gard, comme les Romains le faisaient, il est toujours là, donc c'était du solide, avec le pont de Millau, qui est fait, c'est comme des petits bâtons d'allumettes. C'est comme ça qu'on le fait maintenant, ça tient quand même. Bon, est-ce que ça tiendra aussi longtemps que les ponts des Romains? Je ne sais pas, parce que c'est quand même, ça n'a pas l'air d'être aussi solide. Bon, alors les ingénieurs vont me dire que en fait c'est encore beaucoup plus solide que le pont du Gard, mais enfin, on verra. Ça n'a pas l'apparence de l'être. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de faire des réserves extraordinaires quand celui à qui vous allez prêter va vous le rendre de toute manière? Eh bien, on s'est dit que non. Et on s'est dit qu'on allait demander à des spécialistes de dire quelles sont les chances que ça vous revienne ou non. Alors, le problème essentiellement, il est celui-ci.
Quand tout va bien, eh bien, on n'a pas besoin d'agence de notation parce que quand tout va bien, tout le monde rembourse l'argent qu'on lui prête. Quand tout va mal, ça devient beaucoup plus compliqué. Il est beaucoup plus compliqué d'être une agence de notation aujourd'hui que ce ne l'était, je vais dire un chiffre, en 1954. Bon, c'est peut-être pas terrible parce que maintenant je pense tout de suite à la guerre de Corée. Il n'y a pas tellement de périodes où tout va vraiment très 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 bien, mais enfin il y a des périodes où quand même ça va moins mal qu'à d'autres et où il est plus facile de faire le type de boulot que font les agences de notation. Une des raisons, je vais vous le dire carrément, je vais mettre carte sur table, une des raisons pour lesquelles je suis moins dur envers les agences de notation, c'est que quand j'ai travaillé dans la finance, pendant les 18 ans, 19 ans où j'ai fait ça, le plus souvent j'ai fait un boulot qui ressemblait assez fort à ce qu'elles font. Bon, je n'ai pas toujours été dans la gestion du risque, j'ai pas souvent été dans le pricing, j'étais dans la validation des modèles, j'ai fait parfois simplement du support informatique pour les salles de trading. J'ai fait des programmes de trading moi-même, des programmes automatiques. J'ai été un de ces bons hommes qui ont fait les programmes qui sont en train de maintenant détruire entièrement les marchés boursiers. J'ai fait partie des pionniers de ce domaine-là. Ce qu'on appelle les algos, j'ai fait partie, je ne sais pas, des 200 premiers peut-être au monde à faire à ce genre de boulot. Alors, c'est du travail d'ingénieur. Bon, c'est du travail d'ingénieur. C'est à l'intérieur de la finance. Ça consiste pas à déplacer des gros sacs remplis d'or comme le fait l'oncle Picsou. C'est à l'intérieur de la finance, mais c'est un boulot bien particulier. C'est un travail d'ingénieur. Voilà. Alors, la plupart des gens qui font ce travail, je peux vous le dire, ils le font correctement. Bon, quand ils font pas correctement, ben, ils perdent leur boulot. C'est pas plus compliqué que ça. En finance, c'est vraiment le cas que quand vous faites perdre du boulot à votre employeur, parce que quand vous en faites perdre, vous en faites perdre beaucoup à la fois. Regardez les aventures de M. Jérôme Kerviel. Par conséquent, on ne vous garde pas très très longtemps, donc il faut faire le boulot correctement. Les gens qui sont dans les agences de notation, ils font un boulot, je dirais, correct par rapport à ce qu'on peut faire. Est-ce que ça veut dire qu'on peut prédire l'avenir? Non, personne ne peut le faire. Alors pas plus dans une agence de notation qu'ailleurs. Je vais vous parler de certains modèles que nous utilisions dans les firmes, des modèles du type de ceux qu'utilisent les agences de notation. On fait ce qu'on appelle de l'analyse régressive. On regarde votre modèle qui fait de la prévision, de la prospective, et puis on regarde, une fois qu'on a fait ces prévisions, on regarde, on jette un regard en arrière et on regarde si ça s'est vraiment passé comme on l'avait dit. Voilà, on appelle ça l'analyse régressive. Est-ce que la prévision que j'avais faite s'est vérifiée? C'est une manière de tester les modèles qu'on fait. Bon. Dans les modèles qu'on utilisait, et il y a des, je dirais, il y a des standards, il y a des normes par rapport à ces modèles. Je veux dire, c'est pas nous qui avions inventé qu'un seuil de 35% était un bon seuil. Non, ça fait partie des normes, ça fait partie de ce qu'on considère est correct. Quand nos modèles de prévision avaient raison, a posteriori, 35% des cas, on considérait que le modèle était bon. En dessous de ça, il fallait réviser le modèle. Revenir au modèle, essayer de l'améliorer, en faire un autre. Bon, 35% des cas. Ça veut dire qu'on était content quand on se trompait 2 fois sur 3. Quand on se trompait 2 fois sur 3, on disait ça va encore. Bon, enfin 2 fois sur 3, c'est un petit peu en dessous de la limite des 35%. Mais enfin, tant qu'on avait raison 1 fois sur 3, on disait le modèle est bon. Alors, qu'est-ce qui s'était passé dans les 2 tiers des cas? Eh bien, le modèle avait fait une prévision qui était incorrecte. Mais on était content quand même. Pourquoi est-ce qu'on était content quand même? C'est pas parce qu'on est des feignants, pas parce qu'on est des nullards. Non, c'est parce que la réalité qu'on essaye de modéliser avec ces modèles, c'est une réalité très 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 compliquée. Bon, alors, est-ce que les gens savent? Est-ce que les gens savent ça dans les agences de notation que c'est très compliqué de ce qu'ils font? Oui, ils le savent, ils le savent, ils le savent et ils savent en particulier que dans des modèles, dans des produits, avec des produits financiers comme ceux qu'on a, les effets qu'on appelle non linéaires en mathématiques, c'est-à-dire que il y aura des sauts qui auront lieu, qui seront des sauts dangereux, mais qui apparaîtront à des endroits de manière assez quand même imprévisible, sur des périodes qu'on ne peut pas déterminer avec exactitude, que ces effets non linéaires sont extrêmement nombreux. Il y a, j'en parle parfois, j'ai fait même un papier, j'en ai parlé dans mon bouquin. Le seul bouquin que j'ai véritablement écrit est en anglais qui est consacré à la compagnie Enron. Dans ce bouquin-là, j'ai parlé de ce qu'un monsieur qui s'appelle Samson Solomon, qui travaille chez Standard Poor's, ce qu'il avait écrit sur les falaises de crédit.
rating cliffs, credit cliffs, c'est-à-dire justement ces effets non linéaires. Le fait qu'il y a des choses qui sont très difficiles à prévoir parce qu'il y a on tombe parfois comme d'une falaise parce que quand on va trop près du bord, eh bien, on ne va pas tomber de 50 cm à la fois, on ne va pas tomber d'un mètre à la fois, on va tomber de 30 mètres, on va tomber de 50 mètres d'un coup. Pourquoi est-ce que ces effets existent? Parfois simplement en raison de la complexité de ce qu'on essaie de modéliser, parfois parce que les gens qu'on modélise l'ont fait exprès. Dans le cas de la compagnie Enron vous avait dit à ses clients, si jamais ma note de crédit, c'est-à-dire la confiance qu'on me fait que je rembourserai les emprunts qu'on m'a consentis, si ma note de crédit devait être affaiblie, je vous rembourserai rubis sur l'ongle l'argent que vous perdriez. Alors vous voyez, ça voulait dire que la compagnie Enron avait promis que le jour où elle serait en difficulté financière, elle trouverait le moyen d'emprunter bien davantage pour rembourser tous les gens qui auraient à souffrir de cette dégradation de leur note. Alors, est-ce qu'il était réaliste de dire que le jour où ma note se dégrade, je vais pouvoir emprunter sans problème pour rembourser des gens? Non, bien sûr que non. Ce qu'elle avait inscrit à l'intérieur de son propre fonctionnement, c'était une falaise de crédit. C'est-à-dire qu'elle avait écrit une clause qui ferait que sa situation s'aggraverait automatiquement. Bon. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils avaient fait ça? Parce que ça renforçait l'image de confiance qu'on pouvait accorder à la compagnie. Et surtout, quand on a demandé aux gens après pourquoi ils l'avaient fait, ils ont dit la même chose que moi j'ai entendu dans les compagnies où j'ai travaillé. Il n'y avait aucun risque, les chances que ça se produise étaient nulles. Voilà. J'en ai parlé aussi à l'époque, là, tout au début, quand j'ai écrit l'implosion, au moment de la crise des subprimes. J'ai parlé du fait que nous avions ces structures de titrisation dans lesquelles on fait du rehaussement de crédit à l'aide de ce qu'on appelle des déclencheurs, des triggers. C'est-à-dire que s'il devait arriver qu'on perde un peu d'argent là, on puiserait dans la réserve qui se trouve là et on canaliserait automatiquement l'argent et il viendrait automatiquement, etc. Et au moment où les choses ont commencé à aller mal en 2007, aucun de ces déclencheurs ne s'est déclenché. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas en réalité été mis dans la structure. Ils manquaient. On ne les avait pas mis. C'était des structures, c'était des éléments de sécurité, c'était des éléments qui devaient nous permettre d'empêcher que le truc ne s'effondre au moment où il y a des difficultés, et personne ne les avait mis là. Et la raison, la même. Ça n'arriverait jamais, donc pourquoi perdre son temps d'aller le mettre à l'intérieur? Voilà. Alors quand on nous dit les agences de notation font un mauvais boulot, oui, mais elles ne sont pas aidées. Elles sont pas aidées. Alors, est-ce qu'elles ont fait des erreurs? Elles ont fait des erreurs, oui. Parce qu'il y a un certain nombre de produits financiers dont nous, les modéliseurs, nous, les validateurs, les valideurs de modèles, avions dit on ne peut pas valider ces modèles parce que c'est trop compliqué, on ne sait pas comment ça marche. Même pas parce qu'on se doutait qu'on n'avait pas mis les structures de sécurité, les systèmes de sécurité à l'intérieur, non, mais parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a trop d'éléments qui bougent en même temps, parce qu'il y a trop d'effets non linéaires, parce qu'on entre parfois dans des zones de chaos, comme on dit en mathématiques, c'est un terme mathématique, c'est des endroits où il y a des effets déterministes, mais il y en a tellement qui sont possibles en même temps qu'on ne peut plus dire exactement ce qui va se passer. Nous, on disait, à l'intérieur des firmes, on disait on ne peut pas faire ce genre de truc parce que c'est trop compliqué, parce qu'on ne peut pas savoir. Et alors, on nous répondait, oui, mais les agences de notation le font quand même, ou bien tout le monde le fait quand même, etc. C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez, puisque c'est la norme industrielle, puisque tout le monde le fait. Bon, c'était pas une bonne raison, parce qu'on a vu, bon, ça n'a pas tenu, Pourquoi est-ce que les agences de notation, et là c'est mon principal grief envers elles, pourquoi est-ce que les agences de notation ont accepté, elles, de modéliser des produits financiers dont nous, les gens qui travaillons dans les entreprises, disons que c'est pas possible, on peut pas le faire, on peut pas calculer ça, les méthodes mathématiques qu'on utilise sont pas appropriées, etc. Elles le disent maintenant. Maintenant, elles le disent, parce que maintenant elles sont sur la sellette. Alors, elles disent oui, on fait plus exactement, on donne plus de notes de crédit à ce type de produit parce qu'il y a des effets non linéaires, etc., etc. Que fait le gouvernement américain à ce moment-là? Il dit ça fait rien, on passe outre. Bon,
ce qui est brillant, ce qui est vraiment brillant. Pourquoi? Parce que pour des raisons économiques, etc., etc. C'est-à-dire qu'on on enfreint ses propres standards parce qu'il y a de la réelle politique qui vient jouer là-dedans. Donc même quand les agences de notation maintenant disent on fait plus ce boulot-là, c'est trop compliqué, il y a des raisons d'État qui font qu'on le fait quand même. Alors pourquoi est-ce que ces agences de notation faisaient ça alors qu'elles savaient qu'il ne fallait pas le faire? En raison de leur statut de compagnie privée qui se disent, font de l'argent, qui gagnent de l'argent, qui sont très soucieuses de leur part de marché. Les parts de marché, comme vous le savez, c'est ce langage de la prédation qu'on utilise parce qu'une compagnie, elle fait ce qu'elle fait contre ses concurrents. Il n'y a pas de collaboration, on vit dans le monde que j'appelle le monde de la, comment dire, c'est le monde du darwinisme social, c'est comme ça que fonctionne notre économie. Bon, c'est une chose à laquelle il faudra réfléchir un jour aussi. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça peut marcher de cette manière-là sur le long terme? Ça a marché depuis 200 ans, mais ça fait partie des choses qui sont en train de s'arrêter. Alors, ces agences de notation, quand on leur disait, quand on leur proposait de mettre une note à ce qu'on appelle maintenant des produits de finance structurés, c'est-à-dire des choses en fait dans lesquelles les effets non linéaires sont là en permanence. Elle disait oui, oui, je vais le faire, oui, oui, on va vous faire ça, on va faire ça, simplement parce qu'elles se disaient chacune, si nous on ne le fait pas, les autres vont le faire, la concurrence va le faire, et par conséquent, on perdra des parts de marché. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas à des agences privées qu'il faudrait confier ce genre de boulot, parce que le fait qu'elles soient des agences de privé fausse leur perspective et qu'elles vont se vanter de pouvoir faire des choses qu'elles ne savent en réalité pas faire, parce que personne ne sait le faire, et par conséquent elles autorisent, elles font que des produits financiers qui sont beaucoup trop dangereux parce que ce sont des bombes à retardement, parce qu'on ne sait pas comment ça marche, on sait que ça va exploser, mais on ne sait pas quand, etc. Tout ça est en train de fonctionner à l'intérieur de la finance. Ça fait que c'est un champ de mine et que, comme vous l'avez vu en 2007-2008, quand ça commence à exploser, on ne sait pas où ça va continuer à exploser parce qu'il y a des métastases, comme on dit en médecine, à l'intérieur du système. Ça saute ici, ça saute là. Il y a le cancer a commencé à tel endroit et puis il y a d'autres organes où c'est en train d'apparaître, etc. Alors, ces agences de notation n'auraient jamais dû s'engager à donner des notations à des produits de finance structurés parce que personne ne sait exactement comment ça marche. Si, on sait comment on met les éléments ensemble, mais une fois que ça commence à marcher, on ne sait pas du tout comment ça marche, on ne sait pas où ça va exploser ou non, etc. On n'a pas de véritable modèle de ça. Si, pourquoi est-ce qu'ils ont prétendu qu'ils avaient des modèles? Parce qu'ils ont fait des corrélations, ils ont fait ce qu'on appelle les matrices de corrélation. On a essayé de regarder si telle chose évoluait de telle manière par rapport à telle autre. On a fait ça à partir de données purement historiques. Et bien entendu, les données historiques qu'on avait, c'était sur des périodes où tout allait bien. Par conséquent, ce qu'on voyait, c'est que tout allait bien. Et donc, il n'y avait pas de problème. Une fois que ça saute, une matrice de corrélation, en 5 secondes, ça peut être inutilisable parce que toutes ces corrélations ont cessé d'être véritablement ce qui se passe en ce moment. C'était vrai pour la période 2003-2005, c'est pas vrai pour les 5 secondes qui sont les 5 secondes précédentes, et on ne sait pas du tout ce qui va se passer à l'avenir. Alors, dans ce cas-là, si on a eu affaire à des organismes indépendants, à des fonctionnaires qui, quand ils donnent des mauvaises nouvelles, ça n'a pas d'importance parce qu'on ne va pas les virer parce qu'ils donnent des mauvaises nouvelles. Parce que dans le monde des affaires, je peux vous assurer que quand vous donnez une mauvaise nouvelle, et votre mauvaise nouvelle, c'est peut-être simplement la description de ce qui est en train de se passer, quand vous donnez des mauvaises nouvelles, on a tendance à vous mettre à la porte. Pourquoi est-ce que je fais partie de la première charrette chez Countrywide, de la première charrette, pour ça faisait à peu près 30%, c'était pas honteux, mais j'ai fait partie de la première charrette parce que j'étais en train de m'engueuler avec tout le monde, à tous ceux qui étaient les autres, ceux à qui je m'engueulais, c'était ceux qui disaient tout va s'arranger. Bon, ça c'est pas arrangé. Bon, alors, une fois que vous êtes à la porte, ça vous fait une belle jambe d'avoir été viré. Bon, de toute façon, on ne pouvait pas sauver ce truc-là. Mais je faisais partie des gens qui étaient en train de taper du poing sur la table en disant pourquoi est-ce que les triggers, pourquoi les déclencheurs n'ont pas véritablement été mis, pourquoi est-ce que notre modèle
sur le prix de l'immobilier ne peut aller qu'à la hausse et qu'on a fait un modèle qui ne peut pas passer de lui-même à des valeurs négatives, etc. Bon, ça gueulait dans tous les sens. Je faisais mon boulot d'ingénieur, je n'étais pas le seul à le faire correctement, loin de là, mais il y avait des gens qui sentaient passer le vent du boulet et qui se mettaient du côté de la direction, c'est-à-dire que non, 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 tout ça allait s'arranger. Alors, les agences de notation, elles font un boulot. Ce boulot n'est pas un boulot parfait, puisque, comme je vous le dis, on se satisfait quand les prévisions qu'on fait sont vraies dans 35% des cas. Les 35%, ce n'est pas vrai pour tous les types de prévisions. Moi, je pense à un certain type de modèle, effectivement, où on fait de la prospective et on est content quand dans 35% des cas, ça se passe de cette manière-là. Il y a d'autres critères, mais il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de modèle dont l'analyse régressive montre qu'on ne s'est pas trompé, on s'est trompé dans aucun des cas, que le taux d'erreur était zéro. Non, on est toujours très très loin. Pourquoi? Parce que si l'avenir était si facile à dire, eh bien, on n'aurait plus besoin de diseuses de bonnes aventures. On pourrait chacun savoir ce qui va se passer. Or, c'est plus compliqué que ça. Les agences de notation font un boulot compliqué. On ne peut pas leur demander de jamais se tromper, c'est pas possible. Ce qu'on peut leur demander, c'est on peut examiner les critères qu'elles utilisent. Bon, et si jamais un critère qu'elles utilisent, c'est de dire il faut absolument que tout soit ultralibéral, sinon ça ne marchera jamais, alors on peut leur dire oui, ça c'est un choix politique. Mais vous avez peut-être remarqué que la difficulté ces jours-ci, pour dire que les agences de notation, c'est vraiment l'ennemi, c'est le monstre, etc., c'est que les agences de notation, elles disent que la rigueur, l'austérité, c'est la pire des méthodes à utiliser en ce moment. Alors, on n'est pas tellement nombreux à dire ça. Alors le fait qu'on ait les agences de notation de notre côté, ça jette un peu la pagaille. Et si c'est vraiment l'ennemi, pourquoi est-ce qu'il dit des choses qui sont tellement proches de ce que nous disons nous-mêmes? Bon, pourquoi est-ce qu'ils disent la même chose que nous? C'est parce que c'est comme ça. Bon, c'est la vérité, c'est comme ça. La pire des choses qu'on peut faire maintenant, c'est l'austérité, c'est la rigueur. Alors, le point suivant, c'est de dire que pourquoi est-ce qu'on en est là? Quelle est la véritable solution? Il faudrait qu'à partir de demain, les agences de notation disent le problème, c'est le problème de la concentration des richesses. Quand tout le monde, quand il n'y a plus quand 2 tiers ou le 40% du patrimoine dans un pays, c'est 1% de la population qui l'a. C'est pas compliqué, il n'y a pas de miracle, ça marche plus. Ça marche plus parce qu'on ne peut plus mettre assez d'argent dans la production parce qu'il n'y a pas assez de pouvoir d'achat chez les gens. Si on leur avait donné du crédit et on croyait que ça allait, on allait pouvoir remplacer du crédit par des revenus par du crédit, mais évidemment les crédits, on se rend compte en jour, on se rend compte qu'il faut les rembourser et à ce moment-là tout le système s'écroule. Le geste suivant à faire pour les agences de notation, c'est d'attirer l'attention, comme on le fait ici, sur le fait que l'argent ne peut pas être entièrement bloqué à un endroit. Que la solution, ce n'est pas l'austérité, ça aggrave les choses, les pays s'enfoncent en faisant ça. On veut sacrifier aucun rentier, on veut sacrifier aucun prêteur, on veut le sacrifier en lui faisant perdre le moindre argent. Regardez ce qui se passe, les discussions qui ont lieu en ce moment à propos de la Grèce, de la dette grecque. Et du coup, tout le système est en train de s'effondrer dans son ensemble. Alors, le point suivant pour les agences de notation, c'est de dire ça, c'est de dire c'est la concentration du patrimoine, de la richesse qui empêche le système de repartir. Elles le feront peut-être un jour, je vous dis, dans mon expérience, ce sont des gens qui font leur boulot correctement, ce pas des monstres, ce sont des ingénieurs qui font le boulot qu'on leur demande. Alors, la difficulté, c'est aussi, et là, bon, ça va être ma conclusion, il faut sortir ce boulot qu'elles font, qui est un boulot qu'on fait correctement, bien, même s'il ne faut pas se faire d'illusions sur la validité des prévisions qui sont faites, parce qu'il y a des effets de falaise, parce qu'il y a des effets non linéaires, parce qu'on ne connaît pas l'avenir de toute manière, mais on devrait mettre ces gens à l'abri du fait de s'avancer parfois à dire je vais vous donner une notation qui va évaluer le risque non de remboursement dans des cas où c'est simplement impossible. Et en mettant ces agences de notation à l'intérieur d'un cadre où les employés sont protégés contre le fait que s'ils donnent des mauvaises nouvelles, on les vire automatiquement, il faudrait le faire dans ce cadre-là.
Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont dit chez Moody's, chez Standard Poor's, chez Fitch, qui ont dit on ne peut pas modéliser cette merde de CDO au carré. Et ces gens-là n'ont pas, sûrement pas fait de vieux os, on s'est débarrassé d'eux. Bon, je dis ça comme ça, mais ça, c'est mon expérience dans ce type de milieu en finance. C'est comme ça que les choses se passent. Voilà. Vendredi, on a parlé essentiellement des agences de notation. Il y avait un certain nombre d'éléments, je dirais, à mettre ensemble, dont je parle occasionnellement depuis 2008, mais j'ai essayé de faire une image un petit peu intégrée de ce qu'elles font, de la manière dont elles le font, et ce qu'il faut critiquer, et ce qu'il ne faut pas critiquer, parce qu'ils font là leur boulot de la manière dont on peut s'attendre à ce qu'ils le font. Voilà, à vendredi prochain.